Le dessous de carte d'une partie de whist. Nouvelle déjà parue en 1850. Les personnages, la baronne de Mascrany, le narrateur, le second narrateur, un troisième narrateur, Madame de Beaumont et beaucoup d'autres personnages tels que Herminie. Ce soir-là, chez la baronne de Mascrany, un premier narrateur entend un brillant causeur raconter une partie de whist ayant eu lieu chez Madame de Beaumont. Il n'a pas lui-même assisté à la partie, il rapporte le récit que lui en fit un vieux parent. Whist signifie silence. Ce terme est d'origine anglaise. Il s'agit d'un jeu de cartes répandu en France au XIXe siècle. C'est l'ancêtre du bridge. Les personnages principaux de la nouvelle sont en effet des silencieux. Le narrateur ne soulève une partie des cartes que bien des années plus tard, lorsqu'il revint dans cette petite ville. Le dessous de ces quelques cartes révèle 3 cadavres. Et le narrateur pense avoir la preuve que la comtesse est morte comme elle a vécu, sans parler, même à son confesseur, et donc sans repentir. Aussi, presque involontairement, car les âmes se devinent bien avant que la volonté n'ait agi. « Et Madame du Tremblay de Stasseville, lui dis-je, vous saviez donc quelque chose ?» me répondit-il assez mystérieusement, comme si nous avions eu 100 paires d'oreilles à nous écouter, et nous étions seuls. « Mais non, lui dis-je, je ne sais rien. »« Elle est morte, reprit-il, de la poitrine comme sa fille, un mois après le départ de ce diable de Marmore de Carquel. »« Pourquoi cette date ?» fis-je alors. « Et pourquoi me parlez-vous de Marmore de Carquel ?»« C'est donc la vérité, répond-il, que vous ne savez rien. Eh bien, mon cher, il paraît qu'elle était sa maîtresse. Du moins, l'a-t-on fait entendre ici, quand on en parlait à voix basse. À présent, on n'ose plus en parler. C'était une hypocrite de premier ordre que cette comtesse. Elle l'était, comme on l'est blonde ou brune. Elle était née cela. Aussi pratiquait-elle le mensonge, au point d'en faire une vérité. Tant elle était simple et naturelle, sans effort et sans affectation, en tout, à travers une habileté si profonde qu'on a su que depuis bien peu de temps que c'en était une. Il a transpiré des bruits bientôt étouffés par la terreur qui les transmettait. À les entendre, cet Écossais qui n'aimait que les cartes n'a pas été seulement l'amant de la comtesse, laquelle ne le recevait jamais chez elle comme tout le monde, et mauvaise comme le démon lui compait son épigramme comme à pas un de nous, quand l'occasion s'en présentait. Mon Dieu, ceci ne serait rien s'il n'y avait que cela, mais le pis est, dit-on, que le dieu du Chelem avait fait Chelem toute la famille. Cette pauvre petite Herminie l'adorait en silence. Mademoiselle Ernestine de Beaumont vous le dira si vous le voulez. C'était comme une fatalité. Lui l'aimait-il? Aimait-il la mère? Les aimait-il toutes les deux? Ne les aimait-il ni l'une ni l'autre? Trouvait-il seulement la mère bonne pour entretenir sa mise au jeu? Qui sait? Ici l'histoire est fort obscure. À un dîner d'athée. Un jour, dans l'église de la petite ville de, dans l'ouest de la France, une scène des plus étranges se déroule. Un homme pénètre dans le lieu saint, marche vers un confessionnal, tend au prêtre qui s'y trouve un mystérieux objet, puis s'apprête à sortir, quand il est arrêté par un ami, fort étonné de le trouver là. En effet, cet homme n'est autre qu'un ancien officier de l'empereur, grand contenteur de prêtres et athée proclamé, le chef d'escadron, Ménilgrand. Que diable vient-il faire là? Ménilgrand est un aristocrate de naissance et d'esprit, mais il ne partage en rien les idées de sa caste. Personnage tonnant, tout d'une pièce,
brave sous le feu jusqu'à l'inconscience. Il est aussi un artiste qui peint les paysages que son bataillon a ravagés autrefois, puis crève sa toile une fois le tableau terminé. Il passe 3 mois par an où il loge chez son père, vieillard voltairien et avare comme Harpagon. Là, chaque mercredi à midi, il reçoit des amis aux idées assez avancées que les siennes, pour que des dîners pantagruéliques où l'on vide les flacons et où l'on pourfend l'église. Lors d'un dîner entre anciens révolutionnaires et militaires, un des invités évoque la présence du dénommé Ménilgrand à l'église. Il se justifie et raconte son histoire. Ménilgrand est un soldat. Il a une relation avec la femme d'un autre soldat, le major Ido. Cette femme, Rosalba, tombe enceinte. Quelques mois après sa naissance, l'enfant meurt. Et le père putatif, fou de douleur, embaume le cœur pour le transporter avec lui, avant de découvrir l'adultère et de le précipiter dans la poussière. Ménilgrand a alors sauvé le petit cœur et souhaite lui faire enfin trouver le repos en le confiant à l'Église. Mais de qui est donc cet enfant? Telle donc elle était, cette Rosalba, dont le visage de vierge nous pipa tous, quand elle arriva au régiment. Le major Ido aurait pu nous la présenter comme sa femme légitime, et même comme sa fille, que nous l'aurions cru, quoique ses yeux d'un bleu limpide fussent magnifiques. Ils n'étaient jamais plus beaux que quand ils étaient baissés. L'expression des paupières l'emportait sur l'expression du regard. Pour des gens qui avaient roulé la guerre et les femmes, et quelles femmes, ce fut une sensation nouvelle que cette créature, à qui, comme on dit avec une expression vulgaire, mais énergique, on aurait donné le bon Dieu sans confession. Quelle sacrée jolie fille! Se soufflaient à l'oreille les anciens, les vieux routiers, mais quelle mijaurée! Comment s'y prendre pour rendre le major heureux? Il le savait lui, et il ne le disait pas. Il buvait son bonheur en silence, comme les vrais ivrognes qui boivent seuls. Il ne renseignait personne sur la félicité cachée qui le rendait discret et fidèle pour la première fois de sa vie. Lui, le Lausanne de garnison, le fa le plus carabiné et le plus fastueux, et qu'à Naples rapportait des officiers qui l'y avaient connu, on appelait le tambour majeur de la séduction. Sa beauté, dont il était si vain, aurait fait tomber toutes les filles d'Espagne à ses pieds, qu'il n'en eût pas ramassé une. À cette époque, nous étions sur les frontières de l'Espagne et du Portugal, les Anglais devant nous, et nous occupions dans nos marches les villes les moins hostiles au roi Joseph. Le major Ido et Rosalba y vivaient ensemble, comme ils eussent fait dans une ville de garnison, en temps de paix. Vous vous souvenez des acharnements de cette guerre d'Espagne, de cette guerre furieuse et lente, qui ne ressemblait à aucune autre, car nous ne nous battions pas ici simplement pour la conquête, mais pour implanter une dynastie et une organisation nouvelle dans un pays qu'il fallait d'abord conquérir. Aucun de vous n'a oublié qu'au milieu de ces acharnements, il y avait des pauses et que dans l'entre-deux, des batailles les plus terribles au sein de cette contrée envahie, dont une partie était à nous, nous nous amusions à donner des fêtes aux Espagnols, la plus affrancesada des villes que nous occupions. C'est dans ces fêtes que la femme du major Ido, comme on disait, déjà fort remarquée, passa à l'état de célébrité. Et, de fait, elle se mit à briller au milieu de ces filles brunes d'Espagne, comme un diamant dans une torsade de jet.
Ce fut là qu'il commença de produire sur les hommes ces effets d'acharnement qui tenaient sans doute à la composition diabolique de son être et qui faisaient d'elle la plus enragée des courtisanes avec la figure d'une des plus célestes madones de Raphaël. Alors les passions s'allumèrent et allèrent leur train, faisant leur feu dans l'ombre. Au bout d'un certain temps, tout flambèrent, même des vieux, même des officiers généraux qui avaient l'âge d'un sage, tous flambèrent pour la Boudica, comme on trouve à piquant de l'appeler. Partout et autour d'elle, les prétentions s'affichèrent, puis les coquetteries, puis l'éclat des duels, enfin tout le tremblement d'une vie de femme devenue le centre de la galanterie la plus passionnée, au milieu d'hommes indomptables qui avaient toujours le sabre à la main. Elle fut le sultan de ces redoutables odalisques. Elle jeta le mouchoir à qui lui plut, et beaucoup lui plurent. La vengeance d'une femme. Il s'agit de la dernière nouvelle des Diaboliques de Barbey d'Aurevilly. Un jeune dandy nommé Tressigny se promène dans les rues de Paris. Il remarque une prostituée très belle. Pris d'une attirance incontrôlable et presque animale, il décide de la suivre jusque dans sa chambre sordide. Le visage de la jeune femme lui est familier, mais il est persuadé que cette ressemblance est trompeuse. Pourtant, il a raison. La prostituée est en réalité la duchesse de Sierra Leone, et sa prostitution infâme est une vengeance. Elle était mariée, mais n'aimait pas son mari. Amoureuse d'un cousin du duc, elle suggéra à son mari de l'éloigner pour éviter l'adultère. Celui-ci refusa en ricanant. Il n'oserait. La relation amoureuse a donc lieu, mais d'un amour chaste et pur, jamais consommé. Jusqu'à ce que le duc la découvre et fasse tuer l'amant. La duchesse demande de mourir avec lui, mais son mari refuse. Il veut la laisser en vie pour lui infliger ce spectacle. Et quel spectacle! Il appelle des chiens pour qu'ils dévorent le cœur de son amant. La duchesse se bat avec les chiens pour le manger elle-même. Mais, à vous d'en finir la lecture. Je vais vous lire un bref passage de la dernière nouvelle des Diaboliques de Barbey d'Aurevilly. La solitude dans laquelle je vivais ne pesait point sur mon âme, tranquille comme les montagnes de marbre rouge qui entourent Sierra Leone. Je ne soupçonnais pas que sous ces marbres dormait un volcan. J'étais dans les limbes d'avant la naissance, mais j'allais naître et recevoir d'un seul regard d'homme le baptême de feu. Don Estebal, marquis de Vasconcello, de race portugaise et cousin du duc, vint à Sierra Leone, et l'amour dont je n'avais pas l'idée que, par quelques livres mystiques, me tomba sur le cœur comme un aigle tombe à pic sur un enfant qui l'enlève et qui crie. Je criais aussi. Je n'étais pas pour rien une Espagnole de vieille race. Mon orgueil s'insurgea contre ce que je sentais en présence de ce dangereux Esteban, qui s'emparait de moi avec cette révoltante puissance. Je dis au duc de le congédier sous un prétexte ou sous un autre, de lui faire au plus vite quitter le château, que je m'apercevais qu'il avait pour moi un amour qui m'offensait comme une insolence. Mais Don Cristoval me répondit, comme le duc de Guise à l'avertissement que Henri III l'assassinerait, il n'oserait. C'était le mépris du destin qui se vengea en s'accomplissant. Ce moment me jeta à Esteban. Elle s'arrêta un instant et il l'écoutait, parlant cette langue élevée qui, à elle seule, lui aurait affirmé, s'il avait pu en douter, qu'elle était bien ce qu'elle disait, la duchesse de Sierra Leone. Ah, la fille du boulevard était alors entièrement effacée. On eût juré d'un masque tombé, et que la vraie figure,
la vraie personne réapparaissait. L'attitude de ce corps effréné était devenue chaste. Tout en parlant, elle avait pris derrière elle un châle oublié au dos du canapé. Elle s'en était enveloppée. Elle en avait ramené les plis sur ce sein maudit, comme elle l'avait nommé, mais auquel la prostitution n'avait pu enlever la perfection de sa rondeur et sa fermeté vertiginale. Sa voix même avait perdu la raucité qu'elle avait dans la rue. Était-ce une illusion produite par ce qu'elle disait? Mais il semblait à Tressigny que cette voix était d'un timbre plus pur, qu'elle avait repris sa noblesse. « Je ne sais pas, continua-t-elle, si les autres femmes sont comme moi, mais cet orgueil incrédule de Don Cristoval, ce dédaigneux et tranquille, il n'oserait, en parlant de l'homme que j'aimais, m'insulta pour lui, qui déjà, dans le fond de mon être, avait pris possession de moi comme un dieu. Prouve-lui que tu oseras, lui dis-je, le soir même, en lui déclarant mon amour. Je n'avais pas besoin de le lui dire. Esteban m'adorait depuis le premier jour qu'il m'avait vu. Notre amour avait eu la simultanéité de deux corps, de pistolets tirés en même temps et qui tuent. J'avais fait mon devoir de femme espagnole en avertissant Don Cristoval. Je ne lui devais que ma vie, puisque j'étais sa femme, car le cœur n'est pas libre d'aimer. Et ma vie, il l'aurait prise très certainement, en mettant à la porte de son château, Don Esteban, comme je le voulais. Avec la folie de mon cœur déchaîné, je serais morte de ne plus le voir, et je m'étais exposée à cette terrible chance. Mais puisque lui, le duc, mon mari, ne m'avait pas comprise, puisqu'il se croyait si au-dessus de Vasconcello, qu'il lui paraissait impossible que celui-ci élevât les yeux et son hommage jusqu'à moi, je ne poussais pas plus loin l'héroïsme conjugal contre un amour qui était mon maître. Je n'essayerai pas de vous donner idée exacte de cet amour. À vous de finir la lecture des Diaboliques de Barbey d'Aurevilly, une œuvre frissonnante. Après vous avoir présenté les 6 nouvelles de l'œuvre majeure Les Diaboliques de Barbey d'Aurevilly, j'espère avoir suscité en vous une certaine curiosité à vouloir la lire dans son intégrité, avec ce caractère diabolique qu'ont certaines femmes dans ces récits. À l'aide de questions rhétoriques, Aurevilly annonce la couleur dès la préface. Pourquoi les Diaboliques? Pourquoi ce titre? Est-ce pour les histoires qui sont ici ou pour les femmes de ces histoires? Quant aux femmes de ces histoires, pourquoi ne seraient-elles pas des diaboliques? N'ont-elles pas assez de diabolisme en leur personne pour mériter ce doux nom-là? Il est donc clair que la femme occupe une place prépondérante dans cet ouvrage. Il s'attarde sur sa nature. Il réside chez la femme un sérieux paradoxe, un mélange de caractéristiques contraires, de bien et de mal. Notre vie est régie par ces deux extrêmes, et celle de la femme encore plus. La femme est indéchiffrable, dangereuse, diabolique. C'est un être obscur, un mélange de sentiments, d'émotions, de pensées contraires et paradoxales. Cette caractéristique est partagée par toutes les femmes de cet ouvrage. Qu'en est-il d'autres femmes? Il ne faut pas oublier que certains réalisateurs ont puisé leurs idées de cette œuvre. En 1953, Le Rideau cramoisi a été tourné en moyen métrage de 44 minutes, réalisé par Alexandre Astrue, d'après une adaptation de la nouvelle par Astrue avec l'actrice Anouk Aimée, Jean-Claude Pascal, Jim Gérald et Alain Cuny. Le film a obtenu le prix Louis Deluc en 1952. À vous de le voir.